Bonjour, merci de m'accueillir. Mon point de vue, donc c'est un point de vue de soignant qui a fait des visites à domicile. D'abord en partant de l'hôpital. Donc l'hôpital c'était Esquirol, c'était le 12e, le 11e, euh, avec l'idée qu'il fallait connaître le secteur, presque une connaissance géographique, presque parfois sentir les palpitations. Alors c'est pas tellement dans le 12e arrondissement que je l'ai senti, c'est plus dans les Hautes-Alpes, puisque j'ai travaillé 20 ans aussi dans les Hautes-Alpes, hein, à Gap, en pratique de secteur importante. Et je me disais que sûrement le CMP, c'est un des endroits où on perçoit les palpitations du secteur. Une usine qui ferme, dans les 6 mois, on commence à avoir des gens qui viennent consulter. Pendant que j'y étais, il y avait une directrice des soins qui était un peu folle dingue. Et du coup, j'ai comme à un moment donné, j'avais une dizaine d'infirmières et d'aides-soignantes en consultation, parce que ça entraînait des décompensations, des fragilisations et tout ça. Donc, c'est vraiment un lieu où on perçoit on perçoit, oui, la désagrégation sociale et j'imagine que c'est valable aussi pour vous qui travaillez sur le suicide. Donc, euh, ouais, donc un point de vue de soignant qui y est allé, alors qui a vécu des choses pas forcément simples à domicile. J'ai pas connu d'agression, mais j'ai connu quand même un suicide à domicile, une dame qui a sauté du 6e étage pendant que j'y étais. Euh, c'est là où on apprécie d'avoir des collègues qui sont présents, indépendamment de comment ça peut être bouleversant. Euh, et puis des choses drôles, et puis des choses... euh, voilà pour mon parcours autour de la visite à domicile. Alors, je suis un peu gêné, j'ai prévu un papier. J'avais dans le délire, mais si c'est casse-pied, vous me le dites, et puis on discute. Mais bon, ça m'a permis de repérer peut-être quelques petites choses. Euh, je vous propose qu'on aille à Gap, et donc on reçoit l'appel de Madame Joubert. Madame Joubert, mais elle est à l'UDAF. Donc bonjour, Myriam Joubert de l'UDAF. Je vous appelle à propos de Madame Mialet Suzanne. C'est une dame que vous devez recevoir jeudi après-midi au centre de santé mentale. Oui, je vous écoute. Je vois le rendez-vous effectivement à 15h30. Je suis sa curatrice. J'avais pris ce rendez-vous parce que je suis inquiète à propos de cette dame de 70 ans qui vient d'arriver à Gap. Je la connais pas vraiment, elle vient d'arriver en ville. J'ai pris le relais du gérant de tutelle qui s'occupait d'elle dans le département voisin. Elle me semble un peu bizarre, avec de drôles d'idées en tête. Vous avez bien fait. Quel est le problème? Elle ne veut pas venir au rendez-vous. Elle me dit qu'elle ne peut pas traverser Gap comme ça, que c'est trop dangereux pour elle, même si je l'accompagne. Il faudrait que vous passiez la voir à domicile. Bien sûr, je serai présente pour faciliter la prise de contact. Vous dites qu'elle a de drôles d'idées en tête? Oui, oui, oui. Elle me parle d'ondes qui traversent les murs, qui infiltrent les aliments. Elle me demande si je subis ou non leur influence. Elle me paraît très méfiante. Je me demande en plus si elle n'entend pas des voix. Ce serait bien effectivement que nous la rencontrions. Quand êtes-vous disponible pour cette visite conjointe? L'après-midi, cet après-midi, demain après-midi. Bon, je vois avec mes collègues d'accueil et je vous rappelle. Quelque chose de très banal, au centre de santé mentale où je travaille, 2 infirmiers sont disponibles chaque jour à l'accueil pour recevoir ce genre de demande. Les infirmiers d'accueil assument les premiers entretiens, ce qu'on appelle dans notre jargon les accueils première fois. Ils peuvent également organiser des rencontres à domicile en urgence avec des personnes connues au nom du secteur. Donc a priori, l'appel de Madame Joubert, la mandataire de l'UDAF, ne pose pas de problème. Mais il va susciter un débat au sein de l'équipe. Les collègues d'accueil l'après-midi ne voient pas l'intérêt d'effectuer cette démarche. Alors j'argumente en parlant de la politique de secteur, qui suppose d'être disponible pour toute demande émanant des habitants du département, du réseau, et puis des différents partenaires qui le constituent. Certes, me répond une collègue, mais ça ne suppose pas de nous transformer en Don Quichotte qui saute sur son cheval à chaque appel sans réfléchir. On a des priorités. Les premiers accueils, par exemple. Vu ce que j'en dis, cette dame est sûrement délirante. On va aller la voir, on va constater qu'elle est délirante, et alors? Nous allons lui prescrire un traitement? Ben non, on n'est pas psychiatre.
Je rétorque que si nous ne sommes pas psychiatres, nous pouvons soulager la curatrice, lui montrer qu'on prend en compte ses inquiétudes, on peut s'appuyer sur elle pour tenter de créer une alliance thérapeutique qui facilitera la rencontre avec le psychiatre. Faire une évaluation à domicile d'une dame qu'on sera sûrement appelé à suivre au long cours ne présente que des avantages. La collègue change alors d'argumentation et me répond que si je suis convaincu de la nécessité de cette démarche, j'ai qu'à m'en charger. Je le ferai avec plaisir, lui dis-je. Mais la tutrice n'est disponible que l'après-midi. Et l'après-midi, j'anime une activité. Je peux quand même pas dire aux patients du groupe écriture qu'on fera pas l'activité parce que je dois aller en visite à domicile. Les patients savent comment ça fonctionne, ils savent que je suis pas d'accueil ce jour-là, donc ça peut pas faire. Donc, les collègues maugrés et finissent par rencontrer Madame Bialet à son domicile en l'absence de la curatrice. Ce débat, finalement, c'est un débat qu'on va avoir presque à chaque fois qu'il est question de faire une visite à domicile. Et c'est vrai que les visites à domicile ne vont pas de soi. Les collègues qui argumentent contre, c'est des collègues qui font des visites à domicile dans les hameaux perdus du Queyras. Ils vont dans des fermes désolées, ils affrontent les chiens. Parler des VAD, il faudrait parler des chiens dans les VAD. Donc ils affrontent des chiens qui aboient leur défense du territoire. Les patients qu'elles rencontrent sont parfois armés de fusils de chasse ou sangliers. C'est des chasseurs dans les Hautes-Alpes. Ça à Paris, on n'a pas. Donc elles y vont sans peur parce qu'elles connaissent ces patients qu'elles ont apprivoisés petit à petit, au fil des rencontres et des émotions partagées. Mais une visite à domicile chez une personne inconnue, c'est différent. Ça suscite toujours, a priori, quelques inquiétudes, sinon quelques fantasmes. Là, je cite Woodbury, le psychiatre américain qui a travaillé dans le 13e. Rendre visite aux patients, écrivait-il, soulevait en chacun de nous des émotions profondes et des fantasmes archaïques. Crainte d'être mangé, battu, tué, enlevé, mutilé, déshabillé, défait, humilié, ridiculisé, poursuivi, jeté par la fenêtre ou dans l'escalier, étranglé, kidnappé, dévalisé. Nous découvrirons plus tard que les patients eux-mêmes éprouvaient des émotions similaires quand nous allions chez eux ou quand ils nous rendaient visite. Est-ce que c'est pour cette raison que les soignants des CMP font de moins en moins de visites à domicile? Donc du domicile à l'asile au domicile. Donc, visite à domicile. Pourquoi a-t-on utilisé ce terme tellement polysémique pour identifier cette démarche? Visite à domicile, ça décrit un mouvement vers le domicile d'une personne, mais ça dit rien du soin accompli. Après tout, visite à domicile, on pourrait faire le ménage, on peut faire une toilette, on peut faire un entretien, on peut faire, comme Hockman, des psychothérapies. Visite à domicile, ça vaut pour tout. L'expression n'a de sens que si l'on considère que le domicile n'est pas le lieu naturel du soin. Aujourd'hui, on vit, on meurt au sein d'une institution, l'hôpital. Pas moyen d'y échapper. Puis HPST, ça a encore renforcé ce truc-là. Donc, quand on est enfin parvenu à quitter l'hôpital, une visite à domicile vient nous rappeler qu'on n'échappe pas à l'institution hospitalière. Qui veut d'ailleurs accoucher ou mourir à l'hôpital, à domicile, se prépare un véritable parcours du combattant. Donc, la psychiatrie n'a pas toujours été hospitalière ou asilaire. Toujours intéressant de faire un retour dans l'histoire. D'ailleurs, ça fait à peine 2 siècles que la psychiatrie est institutionnalisée, ce qui est récent par rapport à 2 millions d'histoires. Si on se réfère au temps long, les soins se font dans la communauté. Et donc, dans ces cas-là, la visite à domicile, loin d'être l'exception, est la règle. Pendant l'essentiel de l'histoire des relations entre médecine et maladie mentale, les malades ont été soignés à domicile. Les établissements spéciaux destinés aux malades mentaux sont dus à l'islam. L'hospice de Bagdad, vers 765, est le premier qui est repéré historiquement. Il sera suivi bientôt par d'autres dans le monde arabe. Lors des croisades, les frères de l'ordre religieux et militaire de la Merci, moines et médecins, sans cesse en relation avec les populations musulmanes pour le rachat des prisonniers chrétiens, remarquèrent ces institutions hospitalières spécialement destinées aux malades mentaux. Et donc, en 1409 à Valence, est fondé le premier asile d'Europe. Donc, ça va provoquer un élan général en Espagne, et puis il y aura Saragosse, Séville, Valladolid, Tolède, qui vont ouvrir des établissements spécialisés. Malheureusement, ces lieux vont connaître une décadence assez précoce. Les malades furent assez rapidement enchaînés, enfermés, ainsi que le confirme le témoignage de Jean Claudat,
qui vivait au XVIe siècle et qui est plus connu sous le nom de Saint Jean de Dieu. Donc il va lui-même créer tout un tas d'institutions hospitalières. Donc comme l'écrit Malga à partir de Foucault, si l'enfermement des fous coïncide avec la création de l'hôpital général, les malades mentaux n'y apparaissent pas en tant que tels, ils ne constituent qu'une partie des errants dont le grand renfermement cherche à protéger la société au XVIIe siècle. C'est bien avec la création de l'asile que se met en place une véritable institutionnalisation de la maladie mentale, institutionnalisation qui passe par l'isolement. Non pas l'isolement en chambre, mais l'isolement dans l'asile. Il n'est plus question de domicile. L'internement a pour but de protéger l'individu, dont le concept naît au moment de la Révolution française. Dans ce système, la visite à domicile n'a pas de sens. C'est un premier déplacement du lieu de soins, non plus vers la communauté, mais vers un lieu spécifique, un lieu d'isolement, d'où il sera possible d'observer, de classer, de traiter des fous considérés comme des malades. Alors, c'est pas uniquement négatif, puisque ça a permis une sémiologie, ça a permis tout un tas de progrès. Mais le terme de visite à domicile prend sens dans cette vision institutionnelle totale du lieu de soins, lieu de relégation, mais aussi lieu de réalisation d'une utopie soignante, parce que même derrière l'asile, il y a une utopie soignante, mais qui fera long feu. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les visites à domicile sont une création du secteur psychiatrique. Donc, si on prend le temps long, forcément, par exemple, il y a des visites à domicile qui est attestée, que Jean-Baptiste Pussin décrit en 1795. Donc, s'il le décrit, c'est que c'est inhabituel, mais en même temps, c'est pas exceptionnel. Donc, même en 1795, il pouvait y avoir des visites à domicile. Donc, après, je ne sais pas si c'est très intéressant que je vous parle de ça. Ce qui va mener les infirmiers à faire des visites à domicile, c'est tout le mouvement qui apparaît autour de la guerre 14-18, autour de la tuberculose et de la création des infirmières visiteuses qui seront, enfin, on peut développer si ça vous intéresse. Ouais, alors allons-y. Donc, c'est un mouvement, ça s'inscrit dans la professionnalisation des infirmières, dans leur légitimation. On peut même parler de mouvement pré-féministe. Chaptal, qui dirige la première école d'infirmières d'État, prend exemple sur le modèle anglo-saxon développé par Florence Nightingale à la fin du XIXe siècle. L'infirmière visiteuse doit avant tout soigner. Elle doit être d'un niveau supérieur et posséder une formation plus complète qu'une infirmière d'hôpital, car elle ne dispose pas des installations hospitalières. Il faudra donc des infirmières dites d'élite pour pouvoir aller au domicile. La mission sociale assumée par l'infirmière acquiert sa dimension donc au cours de la Première Guerre mondiale. Et au-delà des soins aux blessés, elle sert de cheville ouvrière aux nouvelles luttes contre les fléaux sociaux. La tuberculose pullulant au sein de l'armée, les soldats réformés pour maladie retournent dans leur famille au bout de quelques semaines de cure, du sanatorium au domicile donc, et la crainte d'une contagion généralisée s'empare de la population. Donc, pour prévenir toute panique, les pouvoirs publics ont envisagé de suivre médicalement ces anciens militaires au moyen des dispensaires. Donc la loi Bourgeois de 1916 oblige les départements à ouvrir des centres préventifs à destination des populations malades qui viendront se faire dépister au sein du dispensaire et consentiront à être suivis périodiquement par le personnel médical. Donc, en gros, là, on a le modèle des futurs CMP, qui seront souvent même d'anciens dispensaires d'hygiène mentale. Calmette, qui est l'initiateur de la création de ces dispensaires, fait appel à des moniteurs d'hygiène pour apprécier la situation hygiénique des familles nécessiteuses. Mais ces moniteurs d'hygiène trouvaient porte close parce que les maris voyaient d'un très mauvais œil la présence de ces hommes auprès de leurs épouses et de leurs filles alors qu'eux étaient absents. Alors, ils allaient picoler au bar du coin. Donc, avec la loi Bourgeois, cette mission sera réservée aux femmes. Les infirmières visiteuses assistent le médecin lors de ses visites, sont chargées des actes administratifs et de l'éducation du malade, donc conseils de prophylaxie, précautions à prendre en matière d'hygiène, visite dans la famille. Il leur incombe également d'assurer que les conseils médicaux ont été suivis, que l'éducation dispensée n'est pas rendue vaine par des obstacles matériels. L'infirmière visiteuse est en quelque sorte l'œil du médecin. Je cite, nous attendons de l'infirmière visiteuse qu'elle soit une grande civilisatrice des pauvres. Oui, parce que
plutôt à destination des pauvres que ça se fait, qu'elle formera en même temps qu'elle soignera, pour les conduire de la mauvaise santé vers la bonne, de la boisson vers la maîtrise d'eux-mêmes, mais sans jamais prêcher, sans patronner, comme des amis en sympathie, mais surtout qu'elle préserve ses qualités d'infirmière. Donc là-dessus, il y aura Édouard Toulouse qui va fonder la Ligue d'hygiène mentale. Et puis après, on va avoir effectivement la création du secteur. Donc au départ, c'est ça, c'est ces infirmières. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même racine que le travail social. Les infirmières visiteuses deviendront ensuite des assistantes sociales, ce qui fait que pendant tout un temps, de nombreuses assistantes sociales avaient d'abord fait des études d'infirmières. Il y a un tronc commun entre les deux professions. Et si on regarde l'histoire du travail social aux États-Unis, on peut, alors c'est des institutions charitables, c'est pas l'hygiène, mais on va retrouver des points communs à cette double histoire. Donc l'étymologie de visite à domicile, donc la famille de mots forgés autour de visiter apparaît au XIIe siècle. Ça vient du latin visitare, qui signifie voir souvent. Pour la langue, la dimension de contrôle social contenue dans l'expression visite à domicile apparaît particulièrement pertinente. On comprend que pas n'importe quelle infirmière puisse effectuer ces visites. Le littré définit la visite comme l'action d'aller voir quelqu'un par civilité ou par devoir. Le verbe visiter admet le sens d'aller voir, par dévotion ou par charité, un malade par exemple, sens qui au fond est assez proche. La visite décrit l'action mais également la personne qu'on reçoit en visite. Du point de vue du patient, l'infirmier qui effectue la VAD est lui-même la visite, notion qu'on va retrouver chez Hockman. Alors, dans les choses marrantes, il y a la fourmi de visite. La fourmi de visite, c'est une fourmi qui, dans les pays tropicaux, visite les maisons et les nettoie des ordures, résidus, insectes, limaces, etc. Et on peut dire que chez certains psychotiques, les infirmiers sont des fourmis de visite. Et pas que les infirmiers. Le terme s'emploie pour décrire un médecin, un chirurgien qui parcourt les salles de l'hôpital pour voir les malades ou prescrire les différents traitements. C'est la fameuse visite. La visite est également une perquisition dans un lieu, soit pour y trouver quelque chose ou quelqu'un, soit pour vérifier que tout est en ordre. On peut dire que de nombreuses visites à domicile sont de cet ordre. Je me souviens d'une des premières visites à domicile que j'avais faites quand j'étais sur le secteur. La collègue, qui était une ancienne collègue, quand j'étais relativement jeune infirmier, donc elle arrivait chez le patient, elle se ruait vers les placards, elle ouvrait les placards pour vérifier s'il avait bien pris son traitement, elle ouvrait, à peine en lui disant bonjour, hein, on était vraiment dans le registre de la surveillance, de la perquisition, ouais. Bon, heureusement, c'est plus trop comme ça, mais en tout cas, il y a un moment donné où c'était, où ça a été ça. Donc, la visite, c'est un terme de marine qui décrit l'inspection qu'on fait d'un bâtiment pour connaître l'état dans lequel il est. On parle même dans ce registre de droit de visite qui est dévolu à certains officiers de l'État. Et puis la visite, c'est également un terme de théologie qui décrit le châtiment céleste. Donc, on voit bien à travers la langue qu'on a un triple nature du terme visite, entre civilité ou pitié et dévotion, contrôle social et punition divine. Donc le fait que ces visites à domicile puissent s'inscrire dans les programmes de soins établis dans le cadre de la loi de juillet 2011 nous montre bien la nature policière de certaines VAD. Il suffirait de caméras judicieusement placées dans les domiciles pour qu'on puisse ne plus avoir besoin de faire des visites à domicile. Bon, heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc si Calmette a dû renoncer à ses moniteurs d'hygiène, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre qu'une simple inspection lors de ces visites, quelque chose qui pourrait s'énoncer sous le terme de relation transféro-contre-transférentielle. Donc là, je cite Marie Rajabla et Catherine Vesbrot, l'une infirmière et l'autre psychiatre, notamment au CATEB dans les années 90, quand les centres d'accueil et de crise existaient. Comment ? C'est ça, sur le 12e arrondissement. Sur le 12e arrondissement, oui. Donc elle disait que la visite à domicile, c'est l'art de faire route avec eux, tantôt de les suivre, tantôt de les précéder. C'est un partage de temps, d'espace, de paroles, de silence, d'émotions, d'idées, de nourriture. C'est un lien entre le dedans et le dehors,
entre soi et l'autre, entre l'imaginaire et la réalité, entre le présent et le passé. C'est un lien contre l'oubli de soi et des autres, une sorte de psychodrame de l'aide et du soutien, autour d'une activité très matérielle, banale et quotidienne, un soignant et un soigné échangent. Dans cette relation, le sujet soigné peut évacuer ses peurs, ses angoisses, il peut parfois reprendre confiance en lui et les autres. Il rejoue souvent avec le sujet soignant qui accepte de s'y prêter, des conflits affectifs anciens. Euh, bon, il y avait tout ça dans cette histoire. Il y a aussi l'histoire de si l'institution psychiatrique permet à chacun de savoir constamment là où il en est vis-à-vis des patients, de leurs proches, au domicile du patient, on n'a pas de blouse blanche. Enfin, je pense pas. Non. Donc, ouais, ouais, si, ça arrive parfois avec certains patients qu'on décrit sous le nom de Diogène, où il y a de telles accumulations et des bestias qui font que, ouais, ouais. Mais à part ces cas-là, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, parce que si on y allait en blouse blanche, bon déjà, quand on y va en véhicule, on a la raison sociale de l'hôpital Esquirol, ça s'arrête au pied de l'immeuble, donc tout l'immeuble sait qu'il y a la psychiatrie qui se pointe. Si les gens sortent en plus en blouse blanche, avec une maladie très stigmatisée, c'est disait étisante, donc c'est plutôt mieux qu'on n'ait pas de blouse blanche, mais du coup, on est moins tenu. Je sais plus où j'en étais. Oui, je cite toujours Rajabla et Vesbrot. Nous entrons dans l'intimité des personnes. Nous ne sommes plus à l'abri des murs feutrés d'un dispensaire. Nous sommes plongés dans un univers familier, quelquefois familial, calme chez certains, cacophonique chez d'autres. Nous inversons la demande. Les patients nous assignent chez eux des places, des rôles, des rituels qu'il est important d'observer scrupuleusement. Nous sommes polis, nous nous adaptons au rythme du logis. On met les patins si on nous demande de mettre les patins. Nous sommes en contact direct avec les patients, sur leur territoire, sans quoi que ce soit à nous raccrocher. Donc le cadre thérapeutique ne se manifeste pas avec autant de rigueur et de constance. Le soignant peut se sentir plus fragile, plus à la merci de ses affects. La blouse blanche, je l'ai dit, ne nous protège de rien. C'est d'ailleurs souvent pour cette raison qu'après une visite à domicile, particulièrement dense, les infirmiers prennent le temps de poser leurs affects auprès de leurs collègues. L'équipe est alors le seul groupe qui nous permette de partager nos expériences de visite, que ce soit autour d'un café ou en réunion plus formelle. Nous racontons nos émotions, nos craintes, nos fantasmes. Et c'est ce lieu de parole qui nous permet de partir de nouveau à la rencontre des patients. C'est euh, un élément important. Je me souviens, Gap, quand quelqu'un allait faire une visite à domicile dont on se disait que peut-être ça serait compliqué, même si c'était après la fermeture du CMP, il y avait toujours au moins un collègue qui attendait le retour de celle qui était partie pour débriefer comme pour que la personne soit pas seule. Et pour prendre mon exemple perso de la dame dont je vous parlais, qui a sauté 6 étages plus bas, qui s'est tuée, j'avais fait l'erreur. Je la vois 6 étages plus bas, et puis comme dans un film, le filet de sang, voilà. Et je veux pas voir, je ferme la fenêtre. Et puis après, je me retrouve au commissariat, et là, le commissaire dit, c'est pas vous qui l'avez tué, parce que vous avez fermé la fenêtre, donc vous avez détruit une preuve. Vous voyez le genre de, déjà c'est déjà pas, voilà, c'est déjà pas agréable, puis en plus, il y avait un flic qui, bon, les collègues de l'hôpital de jour qui étaient juste à côté, Saint-Éloi, enfin, il y a une collègue qui est venue me rejoindre. Bon, déjà, j'étais pas tout seul par rapport à ce truc-là. Puis après, je suis rentré à Esquirol et là, Léon Dreyfus, qui était le chef de service à l'époque, m'attendait pour pouvoir débriefer du truc, ce qui fait plus de travail avec les collègues. Ce qui fait que dans ce truc-là, j'ai été super bien accompagné. Je suis pas certain qu'aujourd'hui on serait les collègues auxquels ça arrive sont aussi bien accompagnés que ce que je l'ai été. Je suis pas certain de ça. Mais en tout cas, on a besoin de l'équipe, même si dans un CMP on est seul à aller à domicile, on est seul au nom d'une équipe. Et il y a toute l'équipe et toute l'institution qui est derrière, qui est importante et qui porte et qui permet d'y retourner.
Et peut-être que si on fait moins de VAD aujourd'hui, en tout cas en partant des CMP, c'est peut-être aussi que ce tissage institutionnel-là n'est plus aussi présent. Quand vous avez un huitième de psychiatre attaché à un CMP, ce huitième de psychiatre, il n'est pas suffisamment disponible pour pouvoir être là quand il y a des, accompagné quand il y a des coups durs. Alors si vous avez un cadre qui est réparti sur 4 structures, le cadre il n'est pas disponible pour le voudrait-il qui n'est pas disponible pour pouvoir faire ce type d'accompagnement de présence. Et donc oui, c'est important d'avoir. On est à domicile, mais au fond, c'est presque comme si il y avait pour partie toute une équipe qui y était. Je me souviens en écho des récits entendus lors des séances d'analyse des pratiques professionnelles. Donc j'ai fait des APP, des analyses de pratiques professionnelles auprès de soignantes, d'aides-soignantes, qui travaillaient dans les SIAD, donc dans le sud, et notamment auprès d'une équipe spécialisée Alzheimer. Ouais. Donc, qui faisait un véritable travail de dentelière. Donc, ils ont, enfin, dans le sud, ces équipes ont 14 séances, vont à domicile pendant 14 séances et essaient de trouver des systèmes pour communiquer avec des patients atteints d'Alzheimer, dans l'idée de transmettre ça aux familles pour que les familles puissent garder un peu de lien, de parole, de communication avec leurs proches Alzheimer. Et donc, ce qui était intéressant, c'est comment elle racontait les fils, comment trouver le fil, comment trouver ce qui est encore vivant chez une personne qui a plus de mémoire immédiate, qui a plus. Et donc souvent, ce qui est passionnant, c'est qu'elle trouvait. Donc il y avait un refrain, une chanson d'antan. Ça pouvait être une prière même. Une qui travaillait autour de Je vous salue Marie. Et à partir de ce commun-là, il y avait quelque chose qui pouvait fugacement. Ça peut être un parfum, ça peut être un paysage, ça peut être des photos jaunies d'un vieil album. Ça d'ailleurs, c'est intéressant quand les gens sortent leur album pour nous montrer qui ils étaient et leur vie et nous faire tout un récit autour de ça. Donc, souvent elle trouvait, tout est bon pour qui sait chercher, et elle trouve souvent. Il suffit de voir, et à domicile. Car après tout, un tableau, il a une histoire. Après, domicile du patient, tout est susceptible d'avoir une histoire. Il faut juste pouvoir créer l'occasion, le prétexte pour que le patient, la famille puisse raconter. Et là, ce qui était intéressant dans ce travail de ces équipes spécialisées, c'était de transmettre à une belle-fille, un fils, un petit cousin, le chemin qui mène à une ancêtre, un peu de vie partagée qui prolonge encore la mémoire. Donc, puis je me souviens aussi qu'à Cadenet et au Pontet, les aides-soignantes des 2 SIAD où j'intervenais euh, connaissaient toute l'histoire de vie des personnes âgées dont elles accompagnaient la toilette. Et c'était pas l'objectif, c'était pas qu'elles connaissent l'histoire, mais à force d'y aller, à force d'échanges, quand on se rencontrait, je disais, c'est qui cette dame? Elle racontait l'histoire, puis l'histoire de la famille, et puis ce que malheureusement certains de mes collègues aujourd'hui dans certains services hospitaliers en psychiatrie sont incapables de faire. Euh, bref. Donc la fonction thérapeutique des visites à domicile, ça va, je suis pas trop long? Non? Donc, donc classiquement, on assigne trois fonctions aux visites à domicile, une évaluation diagnostique, la mise en place d'une stratégie thérapeutique, donc en psychiatrie c'est souvent du contrôle social, de l'observance, vérifier l'observance médicamenteuse, et puis faire le traitement en retard, et puis relance des processus psychothérapiques. Donc ces objectifs peuvent répondre à la plupart des cas de figure. Ainsi, quand mes collègues sont allés voir Madame Mialet, ont-ils atteint les deux premiers objectifs. Ils ont évalué son état psychique et ils ont posé les jalons d'une stratégie thérapeutique qui passe par la rencontre avec un psychiatre et probablement la prescription d'un traitement. Mais bon, je trouve que c'est très peu spécifique et donc j'ai repris Hockman. Donc Hockman, psychiatre lyonnais, qui est un psychiatre tout à fait passionnant parce qu'au départ il était chercheur en neuro machin et puis il est parti aux États-Unis et puis
il est parti aux États-Unis dans les moments sympas des États-Unis, dans les années 60-70, où il y avait le développement, Palo Alto, donc il s'est initié à l'approche systémique à ce moment-là. Il a découvert tous les trucs de bioénergie. Enfin, il est revenu au bout d'un an avec dans sa palette. Et du coup, c'est là où il a décidé de faire une psychanalyse et de devenir un psychanalyste. Donc, ça fait un psychiatre qui avait une ouverture, très très grande ouverture. Et donc, il a créé un livre qui s'appelle La Consolation dans les années 70. Et donc, où ils ont fait les premières visites à domicile psychothérapiques. Et il raconte que c'était pendant la guerre des 6 jours. Donc, ça nous remonte très très. Donc, à Lyon, donc dans les quartiers genre Minguette, tout ça. Et donc, les patients ont parfois allumé la télé, donc ils étaient juifs, les thérapeutes, Hockman, tout ça. Et donc, il y avait le bruit de la guerre des 6 jours qui retentissait pendant qu'ils étaient à domicile. Et il raconte qu'il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de problèmes. Les gens savaient bien qui ils étaient. Et, en tout cas, lui, il le juge suffisamment important pour le noter dans son livre. Donc voilà, pour parler un peu de Dockman. Donc c'est une psychiatrie communautaire et le but c'est de désaliéniser la psychiatrie, le fou, le psychiatre, puis sûrement aussi l'infirmier. Donc pour lui, il y a 3 fonctions essentielles. Une fonction de reconstruction du patient, une fonction d'appui pour ses proches et une façon de médiation entre le patient et ses objets. Donc il part d'une certaine représentation de la psychose. Donc le patient psychotique, note Hockman, accroche des morceaux de son identité à tout ce qui l'entoure. Par le biais d'identification projective, il dépose dans les objets animés ou inanimés avec lesquels il entre en contact une part de son capital imaginaire. Le poster de Bob Marley qui est au-dessus du lit, les peluches qui envahissent le studio, les objets récupérés dans les poubelles du voisinage qui trônent dans son salon, la voix de l'actrice qui s'exprime à la télévision, c'est lui encore et toujours. À son domicile, nous sommes immergés dans son intimité, dans son dedans, dans son intérieur. Et peut-être c'est pas entendre simplement comme une figure de style. Les 3 mots sont évidemment à entendre au sens propre parfois. Les proches du psychotique sont amenés par personnification à jouer les rôles qu'il leur octroie ou à se laisser réellement posséder par le sentiment qu'ils projettent en eux. Ils confirment le délire à l'aide de leur réalité. À l'inverse, les parents ont mis beaucoup d'eux dans leur enfant, et notamment des images contradictoires, et l'enfant s'épuise à personnifier ce dilemme. Si une autonomisation du patient est possible, c'est en l'aidant à se confronter dans son milieu même, à ce qu'il a mis de lui dans les autres, à ce que les autres ont mis d'eux en lui, et à ce qui se personnifie ici ou là de ses projections dans la réalité de chacun. Lorsqu'il va mal, il attaque le cadre dans lequel il vit afin d'en éprouver la solidité. Si le cadre cède, s'il est hospitalisé par exemple, il est confirmé dans l'idée que sa toute-puissance est capable de détruire ses objets internes, mais également les objets externes. Si le cadre résiste, il peut réinvestir, il peut s'appuyer sur les objets externes pour renforcer à l'intérieur de lui de bonnes images. Pour prendre un exemple, je me souviens de Saïd. Saïd, c'est un patient qui venait au CMP à Gap. C'était vraiment du truc c'était vraiment limite, quoi. C'était compliqué il venait au CATTP. C'était plutôt des fabulations. Par exemple, il était le garde du corps d'une infirmière. Donc, il avait un jour bossé comme vigile devant genre une banque ou un truc comme ça avec le costume et tout. Et donc, il venait au CNP pour faire vigile. Et ça tenait, ça tenait. Il n'était pas hospitalisé. Et il avait une conseillère en économie familiale et sociale qui s'occupait de ses repas. Il avait sa tutatrice. Et ça tenait. Et puis, régulièrement, il demandait au psychiatre de lever sa mesure de tutelle. Il disait, j'ai pas besoin d'une tutatrice. Le psychiatre était sourd, n'entendait pas. Et il avait bien raison de pas l'entendre. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il l'a entendu. Et donc, il a demandé la levée de la mesure. Et là, Saïd s'est effondré. La tutatrice, c'est comme si c'était sa colonne vertébrale. Et il n'a plus de colonne vertébrale. On n'a jamais pu créer le mouvement qui le réamène vers le secteur.
c'est vraiment effondré. Ça a pris 10 ans avant qu'il s'éteigne, mais et puis après on en a remis, même si on en a remis une autre, c'était pas la même et c'était pas, ouais, l'image comme ça d'une sorte de colonne vertébrale qui lui permettait de tenir, qui s'est effondrée. Donc la visite à domicile n'est pas donneuse de sens, elle n'est pas le vecteur d'une interprétation, elle est en elle-même signe. Elle s'intègre dans la trame symbolique du donné et du reçu, de l'offert et du prix. C'est la régularité, la fidélité, la constance, la disponibilité qui sont ici les qualités maîtresses et non l'acuité psychologique. En tant qu'infirmier, on va faire des injections en retard à domicile, on les ferme à perpète, tout ça. Bien, quand on regarde les écrits des soignants, c'est d'une pauvreté, mais le traitement a eu son injection en retard, enfin, comme si il y avait, mais en même temps, peut-être qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus que il y a une présence qui s'est affirmée et que c'est ça qui fait que ça tient. Et que l'infirmier, il doit savoir, il doit savoir accepter qu'il se passe rien et que le qui se passe rien, c'est l'essentiel de ce qui doit se passer. Je me souviens d'une autre histoire d'injection en retard. C'est un patient très très compliqué, violent. En gros, il y avait qu'avec moi que ça passait. Donc du coup, c'était compliqué avec mes collègues parce que forcément c'était le clivage, c'est moi qui clivais, forcément, enfin bref. Donc le psychiatre décide de prescrire le traitement en retard, et là les infirmières disent ah ben non, on va pas faire le traitement en retard. Je dis bon écoutez, il n'y a pas de souci, j'ai une membrane inclinée, je peux le faire. Ah ben non, parce que si c'est toi qui le fais, ça va renforcer le clivage. Donc à la fois on voulait qu'il ait un traitement plus fort, donc un retard, et puis en même temps il n'y avait personne pour pouvoir le faire. Donc, longue discussion, et puis on finit par dire, tiens, et si on faisait appel à des infirmières libérales, ce qui était complètement dingue, parce que si nous, psychiatrie, on réussit pas à faire on va demander, bon, il se trouve qu'un gars, on se connaît tous, et donc on avait une collègue qui avait travaillé avec nous en psychiatrie, donc on a fait plutôt appel à ce cabinet-là, et la première infirmière qui y va, donc ils sont, en plus c'était compliqué parce qu'ils étaient trois, il y avait notre patient plutôt psychotique, égoïdophrène, on dirait, un pervers, un authentique pervers, et puis un autre psychotique. Enfin, voilà, c'était un truc invraisemblable, ces VAD. Ouais, parce que des fois, ils sont plusieurs domiciles quand on fait les VAD, et c'est pas ça. Et donc l'infirmière, elle a ce trait de génie. Elle arrive, et elle dit faites comme si j'étais pas là. C'est complètement absurde, mais en même temps, les injections retard continuent, ça fait 20 ans, et elle ne travaille plus, des autres ont pris le relais, euh, mais ça a permis ce fait comme si j'étais pas là, c'est une trouvaille qu'elle a eue, qui a permis que les VAD continuent à se poursuivre malgré un incendie, malgré des déménagements, malgré il y a eu des tas d'aventures, mais le traitement retard continue. Donc régularité, fidélité, constance, disponibilité. Euh, Hockman décrit le soignant qui intervient à domicile comme un illusionniste qui donne aux patients de l'imaginaire, c'est-à-dire des aliments à son narcissisme. Les menus services qu'on offre n'ont rien de spécifique, un voisin de bonne volonté pourrait les rendre. Changer une ampoule, aider à retaper un lit, changer des draps, accompagner aux courses, c'est rien. Ça permet aux patients de nous manipuler, de prendre un peu de notre temps. Saint-Solas s'écrivait un jour, ce que nous donnons aux patients n'est bon que pour nous. Seul compte pour eux ce qu'ils nous prennent. Et Hockman rajoutait, à condition que nous nous offrions à eux comme un objet utilisable. Ce qui ne signifie pas un objet inanimé et sans désir propre. Donc c'est à des personnages particuliers, des soignants, que le patient a pris quelque chose d'identifié alors comme réparateur, c'est-à-dire thérapeutique. Ça aussi, c'est un des grands débats qu'il y a dans les équipes. C'est quand on va à domicile, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des collègues, ah oui, il n'est pas question qu'on fasse la vaisselle. C'est vrai, on n'y va pas pour faire la vaisselle. Mais si on veut que le patient il fasse la vaisselle, il faut qu'on amorce un peu, un peu la pompe. Il faut qu'on accepte d'être utilisé.
Ce que nous offrons aux patients avec notre présence seule ou notre présence matérialisée par des services, lorsque la présence ne suffit pas et qu'il faut prouver notre existence, c'est la possibilité de se constituer des images réparatrices par rapport à quelque chose de socialement désigné, de tisser quelque chose de personnel sur une trame objectale, au sens de Winnicott, de s'illusionner, mais de s'illusionner sur une fonction sociale et par là de se préparer à une ouverture symbolique. Oui, ça fait penser, donc c'était l'histoire d'un couple. Ils s'étaient connus à l'hôpital psychiatrique, puis donc ils avaient construit une famille, ils avaient deux enfants. Euh, Lui, c'était plutôt un grand paranoïaque. Elle était plutôt psychotique. C'est elle qui faisait un peu fonctionner, mais lui, il travaillait. Et celui qui nous préoccupait, c'était lui, paranoïaque. Mais c'était pas possible d'imaginer faire une visite à domicile pour aller le voir lui. Donc on allait voir Madame et les enfants, et elle nous donnait des nouvelles de Monsieur. Déjà, l'apprivoisement de Monsieur, ça n'avait pas été rien, c'est une espèce de colosse comme ça. Donc à l'époque, il y avait des chambres d'isolement à Laragne qui avaient été isolées, et puis donc le psychiatre, une petite nana, un peu ronde, un peu plein de peps, lui dit ouais, mais de toute façon là, t'as tes gardes-chiourmes. Moi, ce que je veux, c'est parler d'homme à homme avec toi. Et donc, elle s'était pas ouais. Elle avait dit ok, on va parler d'homme à homme. Donc il y avait Joël, le collègue qui parle, donc ils se retrouvent tous les deux. Et ça l'avait marqué qu'elle accepte de parler d'homme à homme avec lui. Et du coup, ça avait permis d'enclencher tout un suivi et notamment un suivi à domicile puisqu'il n'avait pas été réhospitalisé depuis. Il avait pu trouver un boulot, c'était assez incroyable puisqu'il était gardien dans une structure d'accueil de jeunes. Donc on allait voir Madame. Alors on avait repéré qu'elle allait moins bien quand lui était en vacances. Et donc il fallait l'hospitaliser quand lui était en vacances. Donc bon, on avait pu repérer des choses comme ça. Et puis un jour, c'était la Coupe du Monde, une des Coupes du Monde de foot. Il vient me voir. On avait une relation très, euh, ouais, je dirais très mec, quoi. Voilà, autour du foot, à se balancer des vannes. Et donc, bon, je balançais des vannes, et ça définissait la relation. Et donc, du coup, il me dit, il faudrait que tu viennes voir France-Espagne à la maison. Je dis, oh là là, mais attends, mais je peux pas, moi, je suis infirmier. Enfin, euh, je peux pas aller, je vais quand même pas venir avec Macron et puis mon t-shirt de supporter de l'équipe de France. Hein. On peut pas imaginer un truc pareil. Mais si, mais c'est important. Je dis, bah, moi, il me faut un ordre de mission. Alors, tu vas voir le cadre. Enfin, vous allez voir le cadre. Et puis, si j'ai un ordre de mission, je viens. Mais si j'ai pas d'ordre de mission, je viens pas. Donc, il va voir le cadre. Donc, moi, en parallèle avec le cadre, j'ai dit que il a jamais rien demandé. S'il demande quelque chose, il faut l'entendre parce que. Donc, l'ordre de mission est fait, le psychiatre est mobilisé et j'y vais en bonne et due forme passer la soirée, regarder le match de foot France-Espagne. Donc à la fois, ils m'ont montré qu'ils étaient une famille normale, avec il y avait le fils aîné qui faisait du rugby, qui perçait dans le rugby, il y avait enfin, bref quoi. Et puis il s'est servi de moi pour pouvoir annoncer qu'il avait une tumeur pulmonaire et du coup que la famille, que je sois là pour éviter que ce soit le drame dans la famille et tout ça. Donc cette histoire d'ordre de mission, c'est quelque chose d'important pour ce patient-là, mais non, voilà, ouais. Que je n'aurais pas sûrement pas regardé. Euh, ouais. Donc ça faisait partie du cadre. Il y avait une autre patiente aussi là, c'est pas une VAD, c'est une autre patiente que je suivais, elle aussi clairement paranoïaque. Il y avait en gros qu'avec moi, essentiellement avec moi que ça passait, parce que j'étais un mec, et que il fallait qu'elle ait une consultation gynécologique. Donc,
Et elle voulait être accompagnée pour sa consultation gynécologique. Donc, je dis à mes collègues, bon, bah, allez-y. Et il dit non, d'abord, elle voudra pas qu'on vienne, et puis c'est pas notre truc, puis c'est toi le référent. De façon paranoïaque, moi, un mec, je l'accompagne dans la consultation gynécologique. Donc pareil, je dis une fois d'ordre de mission. Si j'ai pas d'ordre de mission, enfin, c'est pas que je suis rigide, quoi. C'est qu'il fallait quelque chose qui fasse tiers. Et bien m'en a pris, parce que donc je l'accompagne, la gynécologue, allez monsieur, entrez, tout ça. Donc je me retrouve, et puis elle insiste pour que je sois à côté d'elle. Donc elle fait la consultation, elle revient, elle se tourne vers moi, elle dit bah écoutez, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez avoir un autre enfant, madame. Et là, l'ordre de mission, on se rend compte qu'il est utile quand même. Euh, donc, troisième fonction de la visite à domicile, elle fait des soignants des médiateurs entre le patient et ses objets. Donc, le cadre thérapeutique des visites à domicile. Donc, c'est pas parce qu'on a des objectifs que ces objectifs font un cadre de soins. Le cadre thérapeutique, c'est une sorte de peau invisible qui fait office de parexcitation. Il n'isole pas, il amortit, là, sur les quelques exemples qu'on a vus, là, avec ces deux patients. On voit bien que c'est nécessaire qu'il y ait un cadre qui exerce une fonction filtrante. C'est pas un mur, mais c'est une aile protectrice. En vertu de cette sécurité discrète, sans qu'il soit besoin d'intervention massive, l'anxiété psychotique s'apaise. La sécurité offerte par l'enveloppe du soin permet d'entamer sans danger les défenses psychotiques. Donc le cadre thérapeutique, pensé à partir de Racamier, permet aux soignants et aux patients de respirer. Il est défini à partir d'un lieu, à partir de temps, de règles, de seuils, de personnes, par un objectif, une ambiance et puis une conception qui réside dans la tête des soignants plus que dans les protocoles qu'ils appliquent. Donc le lieu de la rencontre, c'est le domicile du patient. Nous ne venons qu'après accord sur un jour et une heure de rendez-vous, et dans un but qui a été discuté au préalable. On n'entre que si nous y sommes autorisés. Nous nous asseyons à la place qui nous est attribuée. Mais avant d'en arriver là, il faudra parfois nous retrouver dans un bar, sur un banc, sur le banc d'un square, avant d'avoir accès au home sweet home du patient. Mais attention, si le domicile est la destination, s'il est le lieu de la rencontre, le soignant n'a pas accès à tout le domicile. Certaines pièces lui sont interdites. Dans la chambre, ça paraît... mais bien souvent, c'est des studios. Et il n'y a pas nécessairement de séparation entre les pièces. Donc il va falloir aménager un cadre à l'intérieur de ce... Donc assez vite, un cadre plus restreint va être co-créé par le soignant et le soigné. Ça sera un coin de table et une chaise, la cuisine ou le salon, une tasse ou un verre, parfois le seul à peu près propre, pourront faire partie de ce cadre. Ce sera la tasse de l'infirmier ou la tasse de l'assistante sociale. Je me souviens chez un patient atteint de Diogène. Le seul endroit où je pouvais m'asseoir, c'était sur les toilettes. Lunettes baissées, parce que tout le reste était envahi et donc ce cadre sert de repère aux soignants et aux soignés. Le soignant doit être vigilant, attentif aux variations de ce cadre. Une décompensation, ça se verra d'abord dans l'évolution d'ordonnancement du domicile avant de se voir dans le discours ou dans la modification de l'attitude du patient. Le domicile du patient, c'est un paysage sensible. On peut dire qu'il y a une véritable sémiologie du domicile, mais une sémiologie singulière pour chaque patient. Le soignant verra émerger les prémices d'un état maniaque à l'arrivée de nouveaux objets, à l'entassement de journaux, de WC sales dans l'évier, etc. Il percevra les débuts d'une phase mélancolique en notant le laisser-aller qui apparaît dans un logement qui jusqu'ici était plutôt bien tenu. Il s'interrogera sur une recrudescence délirante en voyant les fenêtres obturées par du papier d'aluminium ou l'apparition d'objets ésotériques. Si tout ne fait pas sens à domicile, tout peut faire sens.
le soignant doit être vigilant aux plus infimes variations du cadre dans lequel vit le patient. Il devra parfois raccourcir la durée de la visite s'il perçoit des éléments inquiétants. Je citais tout à l'heure Marie Rajabla et Catherine Desbrot. Marie Rajabla à Toulouse a été victime d'une agression de patients et c'est même assez miraculeux qu'elle s'en soit sortie vivante. Elle a raconté ça dans deux textes, dont un porte le titre de Une VAD d'enfer. Donc c'est oui, c'est important d'être attentif et de parfois de ne pas y aller. C'est aussi important de ne pas y aller, de dire à un patient, écoutez, vu ce que vous me dites, vous êtes inquiétant, moi je viens pas vous voir dans un contexte comme ça. Et personnellement, dans les VAD, je passais toujours un coup de fil au patient pour lui confirmer que je venais. C'est pas tant pour lui confirmer que je venais, c'était surtout pour prendre l'ambiance et pour ne pas lui imposer ma présence si ma présence était envahissante pour lui. Et des fois, oui, il faut pouvoir accepter de ne pas aller à domicile ou de proposer un lieu à côté. Ça, d'un patient. Là, le couloir était tout petit, il était très très envahi. Et j'étais face à lui, on était. Je me suis dit, moi je supporte pas. Si moi je supporte pas, je vois pas comment lui il pourra supporter. Donc je vais, bah, pareil, dans un appartement qui était plein. J'ai quelqu'un qui venait de déménager, donc il y avait des cartons partout, ça débordait et tout. Et il n'y avait pas de, c'était collé. Donc je proposais qu'on se voit sur un banc. Puis du coup, il m'a fait visiter tout ce qu'il connaissait. Il m'a montré où habitait son psychiatre référent. Et du coup, j'ai noté que c'était voilà, qu'il avait son repérage. Donc ouais, c'est important que ça respire, qu'on puisse être attentif à tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, ou tout ce qui ne bouge pas dans le domicile. Euh, donc on va pas n'importe quand, ni à n'importe quel rythme chez un patient. Il faut des rythmes. Et s'il est nécessaire que le soignant se prépare psychiquement à la visite, il est tout aussi nécessaire que le patient puisse s'habiller le cœur, comme dit Saint-Exupéry, être prêt à le recevoir. Il y a des patients qui ne se lavent et ne se changent que le jour de la visite du soignant. Donc le temps de la visite doit être bien scandé, tant au fil des semaines qu'au fil des séances, des rencontres. Le rythme des visites doit être négocié avec le patient. On peut se laver une fois par semaine, mais si on doit se laver 3 fois par semaine, peut-être ça fait beaucoup quand même. Euh, les visites pourront être rapprochées si l'un ou l'autre des partenaires en sent le besoin. Donc je peux percevoir au téléphone, je disais, l'état d'esprit dans lequel se trouve le patient, mais j'ai oublié, il peut aussi me dire des choses. Donc écoutez Dominique, je préfère que vous veniez pas aujourd'hui. Ou peut aussi me demander quelque chose. Au fait, vous pourriez pas me prendre des cigarettes en venant? Je les prends ou je les prends pas. Mais c'est selon la dynamique psychique que je souhaite voir mise en travail, je prendrai ou je prendrai pas les cigarettes. Avant d'entrer chez le patient, je jette un coup d'œil à sa boîte aux lettres. Si elle déborde et que manifestement ça fait une semaine qu'il n'y a pas été, c'est aussi un indice. Quand le patient est absent, je laisse une carte postale sous la porte. Alors ça met c'est autour d'une visite à domicile que j'ai faite. Quelque chose m'avait inquiété, parce que les visites à domicile, ce qui était bien dans le 12e arrondissement ou un Cap, c'est qu'on pouvait les faire à pied. Et quand on les fait à pied, on rencontre déjà d'autres patients, ce qui fait que ça nous fait gagner du temps. Et puis, ils nous donnent des nouvelles, parfois des gens. Donc, donc, les gens que j'avais croisés, je n'avais pas vu depuis quelques jours. Donc, du coup, il y avait quelque chose comme ça. Donc, je vais à domicile et puis, je mets un petit mot, je suis passé, je repasse dans 2 jours. Et puis, ce que je fais, je laisse juste le coin à dépasser en me disant, s'il rentre ou il sort, ben, la carte bougera et comme ça je saurai s'il est venu ou pas. Donc 2 jours après, je passe et le coin n'avait pas bougé. Donc ça voulait dire que ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas franchi la porte. Donc du coup j'appelle les pompiers parce que et effectivement on le trouve mort à domicile.
convocation, encore une fois, comme ça. Voilà. Et donc, bah, j'explique, je suis, tout ça, machin. Mais il y avait ma carte. Et sur ma carte, j'avais précisé et donc, du coup, je suis encore médico-légal. C'était nickel. Et puis, je trouvais que c'était intéressant, ce truc-là, quand je vois pas le patient, de mettre une carte postale. Donc, du coup, j'ai commencé, chaque fois que j'y allais et que je voyais pas le patient, à mettre une carte postale avec des vigilances, donc, c'est, on ne met pas, mais c'est bon esprit, quoi. Petit mot, machin. Et puis, après, je me suis mis à choisir les cartes postales en connaissant le patient. Donc quand j'allais quelque part, c'est un peu limite, hein, je suis d'accord. J'allais, je sais pas, j'allais en voyage en Tunisie, je regardais, tiens, je pourrais te prendre cette carte pour Monsieur Machin, ou ce qui fait que dans mon sac, j'avais toujours un choix de cartes que je mettais. Et après, c'était intéressant parce que la carte, elle réapparaissait ou elle réapparaissait pas. Donc si elle était collée sur le frigo avec un aimant, c'est qu'elle avait été bien reçue. Parfois elle allait à la poubelle, mais ça me disait aussi des choses sur ce qu'il en était de la relation avec le patient. Bon, c'est des petits trucs, petites trouvailles quoi. Donc donc la visite à domicile suppose aussi des règles, respect des horaires évidemment, respect du lieu de vie de patient, donc encore une fois on fouille pas dans ses placards pour voir s'il prend bien ses médicaments ou si son linge est propre. Respect du soignant, pas d'agression évidemment, mais également s'abstenir de fumer dans un lieu clos si cela insupporte le soignant. Et réciproquement, le soignant ne fume pas. Euh, ne pas fumer de pétard en présence du soignant, ne pas s'alcooliser, avoir une tenue décente. Ça va pas de soi quand vous allez voir des gens susceptibles d'être maniaques. Parce que avec la désinhibition, etc. Donc poser ces règles sont, sont importantes à poser et évidemment à redire régulièrement donc, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire à domicile. Donc il y a des coutumes, des rituels. Euh, il y a les prêts de CD. Si on peut vous prêter un CD. Il y a une question, est-ce qu'on va pisser au domicile du patient ou pas? Ça a l'air de rien comme question, mais... Ouais, et puis il y a des patients, ouais, il y a des patients chez qui on le ferait et chez qui on le ferait pas. C'est, c'est pas une question c'est pas une question d'hygiène. Euh, bon, on va peut-être conclure. Oui, puis ce qui est important, c'est que ça débute, mais aussi que ça ait une fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et peut-être même quand on le négocie, c'est de dire bon, on vient, mais il y a un moment, on viendra pas, on viendra plus. On aura, s'il y a un objectif, on peut supposer que l'objectif, à un moment ou à un autre, il finisse par être atteint. Et que on voit dans les CMP des visites à domicile, mais qui n'ont aucun sens et qui perdurent. Cela dit, ce qui nous paraît ne pas avoir de sens à nous, ça peut en avoir un pour le patient. En tout cas, c'est à questionner parce que comment ça commence et en tout cas, il faut penser comment ça peut finir parce que ça finira. Et puis tous les passages aussi. Comment quand alors aujourd'hui les soignants ils apprennent du jour au lendemain qu'ils changent de service, ils n'ont pas le temps de se préparer, de préparer les patients. Mais comment on fait le passage d'un soignant à un autre? Est-ce qu'on fait un tuilage? Mais est-ce qu'on peut faire un tuilage pour tous les patients? Est-ce qu'on fait un tuilage juste pour certains patients? Parce que si on le fait pas, c'est comme si c'était administratif d'aller à domicile. Or, ouvrir sa porte à quelqu'un, ça peut pas être administratif. C'est à quelqu'un qu'on ouvre sa porte. Donc, pour conclure, les visites à domicile constituent aujourd'hui une séquence de soins d'une grande complexité. Si le terme renvoie à des notions d'inspection, de surveillance, la pratique, elle va bien au-delà. En tout cas, elle peut aller bien au-delà.
Il s'agit de permettre aux patients de se construire, de se reconstruire, de proposer un appui à ses proches, d'assumer une fonction de médiation entre le patient et ses objets, quels qu'ils soient. Ces objectifs sont étayés sur un cadre vivant, porté par chacun, qui peuvent se décliner de différentes façons qui font appel à la créativité du soignant et du patient. Aller au domicile d'un patient, c'est toujours aller au-devant d'une aventure, d'un parcours, d'un voyage. Je vous ai dit, j'ai connu une VAD qui s'est achevée par la chute d'une patiente 6 étages plus bas. J'ai découvert des patients morts à domicile. J'ai rencontré des personnes agressives, voire violentes. J'étais pris à partie par des familles. J'ai vu également des domiciles devenir accueillants au fur et à mesure des visites. J'ai vu refleurir des sourires sur des visages jusque-là désertés par l'émotion. J'ai entendu de belles histoires de vie, inscrites parfois dans la grande histoire, découvert de merveilleux paysages sensibles, des hommes et des femmes remarquables, des poètes du quotidien, des peintres de l'ordinaire, des musiciens de l'instant. La visite à domicile est un soin complexe qu'aucun soignant ne peut porter seul. C'est un soin à partager, à déplier collectivement. Les émotions qu'il suscite doivent être portées collectivement afin que sur le terrain, le soignant puisse être raisonnablement subjectif. Je conclus par Rajabla et Vesbrot. Faire des visites à domicile, c'est se faire petit prince. C'est créer des liens, non pas de ceux qui enferment ou paralysent, mais de ceux qui font naître le désir, le plaisir d'être ensemble. L'apprivoisement est parfois très long, sans doute parce que s'opère parallèlement tout un lent travail de reconstruction. La visite à domicile peut devenir thérapeutique si nous réussissons à créer un espace transitionnel, un véritable lieu d'échange. Merci.